On y va. Alors, bonjour à nouveau à tous. On est aujourd'hui, pendant un petit temps d'une heure et demie à peu près, pour parler et travailler sur la période de préparation au reclassement, qui est quelque chose qui est en œuvre depuis maintenant quelque temps et qui n'a pas forcément été totalement prise en main par les employeurs, tout simplement parce que c'est quelque chose d'assez complexe et qui pose quand même deux, trois questions de droit et aussi de positionnement de l'agent vis-à-vis de son employeur. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est premièrement de voir un petit peu le contexte et de se poser dans un premier temps la question du moment de la PPR, c'est-à-dire quand est-ce qu'on peut se poser la question du PPR, ensuite quels sont les objectifs et les modalités de mise en œuvre de la période de préparation au reclassement, et comment ça s'articule avec le reclassement. Puis j'ai rajouté une petite poire pour la soif concernant les dispositifs permettant d'anticiper l'inaptitude dans le cadre du décret du 22 juillet 2022 qui eh bien, modifie les règles en matière de formation et qui ouvre des possibilités nouvelles, statutairement parlant. Reste après la question du financement, mais qui est une autre question à laquelle je n'ai pas forcément de réponse. Alors, on va commencer par la question du moment de la période de préparation au reclassement. À partir de quand peut-on se poser la question de cette PPR? Alors, pour ça, il faut remettre un petit peu la question du reclassement dans son contexte, à travers des notions qu'on a déjà vues, je pense, ensemble sur des interventions de la NFH. Il y a toujours trois étapes, pas forcément obligatoires, mais potentielles. La première étape, c'est la question de l'aménagement de poste. Donc, quand j'ai un agent qui est titulaire, hein, puisque là, ici, on va parler que des agents titulaires. Hein. Quand j'ai un agent titulaire qui a des restrictions qui l'empêchent d'avoir telle ou telle activité, il appartient, dans le cadre d'une obligation de moyens, à l'employeur d'essayer d'aménager le poste de l'agent en tenant compte de ces restrictions et de l'impact des aménagements proposés sur le fonctionnement du service, sur les collègues et sur le risque que mon agent soit exposé à une activité qui est contraire aux restrictions qu'il a. Il y a deux possibilités, hein. Soit l'aménagement est possible et du coup, il faut le formaliser et notifier la formalisation de cet aménagement à l'agent. L'autre possibilité, eh bien, c'est que mon agent, son poste ne soit pas aménageable et il appartient à l'employeur de prendre la responsabilité de constater et donc de décider par une décision motivée, bien sûr, que l'aménagement s'avère impossible compte tenu de l'impact sur le fonctionnement du service. Hein. Si, par exemple, le poste est vidé de son contenu, si l'impact sur le fonctionnement de son service, du service est trop important, c'est-à-dire que c'est les collègues qui vont avoir l'activité de l'agent et reprendre à 100% ou quasiment l'activité de l'agent, soit que, comme je le disais, on soit dans une situation où on n'est pas sûr que l'agent ne soit pas exposé aux conditions qu'il ne peut pas supporter compte tenu des restrictions qui ont été identifiées par le médecin du travail. Hein. On a un arrêt intéressant cet été sur cette question-là où c'est la responsabilité de l'employeur de prendre la décision d'aménagement ou de constat du refus d'aménagement. Et si il y a impossibilité d'aménagement, il y a une deuxième étape, mais qui est souvent couplée avec l'aménagement, qui est celle de la nouvelle affectation. Donc là, le fonctionnaire étant titulaire d'un grade, eh bien, on va essayer de trouver une nouvelle affectation à l'agent qui est compatible à la fois, bien sûr, avec les métiers de son grade, hein, puisque le grade définit le métier, et qui correspond à ces restrictions. Donc, si j'ai un infirmier qui est en service psy et qui ne peut plus être en contact avec des patients psy, si j'en ai la possibilité, je vais rechercher une nouvelle affectation de cet infirmier dans un service dans lequel il n'y a pas de patients psy, il y a des patients qui ont d'autres pathologies. Et ce n'est que si ce changement d'affectation est impossible que je vais me poser la question du reclassement.
où donc l'employeur va inviter l'agent à faire une demande de reclassement et concomitamment ou avant puis après la proposition de reclassement, dire à l'agent qu'il existe un dispositif qui est une période de préparation au reclassement qui va être l'objet de notre présentation aujourd'hui plus en détail. Alors, de manière générale, l'employeur, sur l'ensemble de ces dispositifs-là, jusqu'au changement d'affectation, il est un petit peu face à des injonctions contradictoires. Puisque d'un côté, il va avoir bien les questions de l'obligation d'aménager le poste de travail de l'agent, l'obligation de moyens et non de résultats. S'il ne le fait pas, on pourrait imaginer des contentieux liés à la discrimination, puisque c'est lié à l'état de santé. Mais parallèlement, il a aussi une obligation de, entre guillemets, résultats. J'ai laissé résultat pour faire simple, mais une obligation en matière de santé, sécurité au travail, c'est-à-dire que l'employeur doit s'assurer que les conditions de travail de l'agent soient compatibles avec son état de santé, ce qu'il peut faire ou au contraire ce qu'il ne peut pas faire. Et puis de l'autre côté, il y a le fonctionnement du service. Le service rendu aux usagers, l'activité normale du service et le fonctionnement de l'équipe. Hein, puisque un aménagement d'un poste peut entraîner une charge de travail trop importante. Donc c'est dans ce contexte-là que l'employeur doit se poser la question de l'aménagement et du changement d'affectation avant de constater avant de contacter l'inaptitude de l'agent aux emplois de son grade, puisque on va parler de reclassement et donc de période de préparation au reclassement à partir du moment où mon agent ne peut plus dans l'établissement exercer les missions correspondant à son grade. Hein. C'est l'inaptitude aux emplois du grade, c'est quelque chose qui est à géométrie variable en fonction des établissements. Je peux me retrouver beaucoup plus rapidement inapte si mon établissement est petit et qu'il n'y a pas de poste, et avoir plus de possibilités de changement d'affectation et de maintien dans un des emplois du grade lorsque mon agent est dans un établissement de plus grosse capacité, avec plus de moyens pour pouvoir répondre à des nécessités de changement d'affectation. Alors, lorsque mon agent est inapte ou lorsque, a priori, il va être inapte, vous allez voir ces deux situations, eh bien, l'employeur doit, et ça n'a pas changé, inviter l'agent à présenter une demande de reclassement. Et lorsque l'agent fait une demande, eh bien, l'employeur va rechercher dans son établissement, mais aussi ailleurs, on y viendra, des emplois hors de son grade qui sont compatibles avec ses appétences professionnelles, ses capacités à acquérir les compétences nécessaires pour les nouvelles fonctions, et bien entendu compatible avec son état de santé, ce qui lui permettra à l'agent de pouvoir bénéficier d'une mobilité statutaire, soit dans le cadre d'un détachement temporaire, dans un grade de niveau équivalent ou inférieur, soit directement une intégration, mais cette fois dans un grade de niveau uniquement équivalent. On ne pourra pas changer de catégorie. Par contre, le détachement, si, un détachement dans le cadre d'un reclassement, contrairement aux règles de droit de base du reclassement, du détachement, peut se faire dans une catégorie inférieure à la catégorie de l'agent qui se retrouve inapte aux emplois de son grade. Alors, la PPR, la période de préparation au reclassement, elle s'inscrit avant cette invitation à faire une demande de reclassement ou parallèlement, c'est-à-dire que on a la question de l'inaptitude. Donc, il y a deux départs qu'on va revoir. Soit j'ai un agent qui, à l'issue d'une période de congé maladie, j'ai un avis du conseil médical qui me dit que l'agent est inapte aux emplois de son grade. Il faut vraiment qu'il dise ça et qu'il est inapte à ces emplois-là. Donc, on va inviter l'agent à faire une demande de remplacement, soit que j'ai, dans le cadre du suivi de l'agent en congé maladie, un avis du médecin agréé qui me dit que l'agent est inapte aux emplois de son grade. Et dans ce cas-là, je n'ai pas besoin d'attendre l'avis du conseil médical. Je peux, si je le souhaite et que l'agent le souhaite aussi, lancer la procédure de
préparation au reclassement. Ça porte bien son nom, hein, et on va le revoir. L'objectif de la période de préparation au reclassement, c'est de permettre à l'agent, d'une part, de construire son projet professionnel et d'autre part, de mettre en œuvre ce projet professionnel afin d'acquérir les compétences lui permettant de bénéficier de son détachement. Dans mes mots, en filigrane, vous pouvez déjà identifier une certaine limite, puisque la période de préparation au reclassement, pour l'instant, juridiquement parlant, elle est pensée pour un maintien dans l'emploi dans le statut de la fonction publique, c'est-à-dire qu'en théorie, je ne devrais pas avoir des actions de préparation au reclassement qui ont comme objectif une reconversion professionnelle dans le privé. Alors, est-ce que ça veut dire que je ne peux pas le faire? Juridiquement, non. Maintenant, j'ai un nouvel outil issu du décret du 22 juillet 2022 qui est le congé de transition professionnelle que j'évoquerai avant, mais qui n'est pas conditionné par l'inaptitude de l'agent, mais simplement par le fait que l'agent soit affecté sur un emploi avec un fort risque d'usure professionnelle. Donc cette période de préparation au reclassement, elle est là, elle est entre l'inaptitude de l'agent et le moment où je vais inviter et la tentative de reclassement de l'agent. Par contre, ce qui est pertinent, c'est lorsque je lance un process de préparation au reclassement, ce qui peut être bien, c'est d'inviter l'agent parallèlement à faire une demande de reclassement, tout simplement pour éviter qu'un agent bénéficie d'une période de préparation au reclassement avec des formations et autres, éventuellement financées par la NFH dans le cadre du dispositif qu'a évoqué Madame Richer, et qu'à la fin, ils disent bah, écoute, non, ça ne m'intéresse plus, je n'ai pas envie d'être reclassé et je refuse de faire une demande de reclassement. Ça serait quand même beaucoup d'énergie et de temps perdu pour rien. Alors, on peut aussi anticiper ces risques-là, justement, soit pendant le congé maladie, soit durant la première période de préparation au reclassement sur lequel je vais revenir. Donc, c'est une étape intermédiaire au reclassement afin de construire son projet professionnel et, deuxièmement, de mettre en œuvre ce projet professionnel. Alors, le congé de la période de préparation au reclassement, je vois vos questions et en fait, je vais y répondre au fur et à mesure. Du coup, je vous laisse patienter un petit peu et je reviendrai après. Donc, la période de préparation au reclassement, par principe, l'idée, c'est d'accompagner de manière personnalisée l'agent dans le cadre de sa reconversion professionnelle dans le secteur public. Uniquement dans le secteur public, la PPR, juridiquement, ne peut pas préparer une réorientation professionnelle vers le secteur privé. L'objectif, c'est de se préparer à occuper de nouvelles fonctions dans la fonction publique par la voie d'une mobilité. Par contre, par la voie d'une mobilité qui prend la forme d'un détachement soit à l'intérieur de l'établissement, soit dans un autre établissement, voire même dans un autre versant de la fonction publique. Alors, bien entendu, je ne suis pas né de la dernière pluie, je sais bien que chacun a ses problèmes à gérer et ce n'est pas forcément facile d'arriver à convaincre un autre employeur d'accepter un agent qui est dans le cadre d'un reclassement. Mais enfin, c'est aujourd'hui comme ça. Peut-être que dans la pratique, les choses changeront. En tout cas, juridiquement, par exemple, je ne peux constater un échec du reclassement et donc après, derrière, en tirer les conclusions en matière de position statutaire, qu'à partir du moment où j'ai essayé de recueillir le retour des employeurs publics du coin. Autour de moi sans avoir un périmètre forcément défini. Ça peut être vu avec l'agent, mais il faudrait écrire aux autres établissements, aux autres employeurs publics, État, territorial, pour leur dire voilà, j'ai un agent qui est TINAP, qui a fait une préparation au reclassement, qui a acquis telle ou telle compétence et qui aimerait avoir telle ou telle activité. Est-ce que vous auriez des postes à lui proposer? Donc, ça peut être détaché un peu n'importe quel versant de la fonction publique, y compris la territoriale. Alors, la période de préparation au reclassement, comme je l'ai déjà évoqué, est divisée en deux moments. Le premier moment, c'est préparer et le deuxième moment, c'est qualifier.
c'est qualifier l'agent pour l'occupation de nouveaux emplois, compatible bien sûr avec son état de santé. Alors, ces deux parties, grosso modo, la première, sur la préparation, c'est d'abord construire son projet de reconversion professionnelle. C'est-à-dire qu'on a un agent qui est inapte à ses fonctions ou a priori inapte à ses fonctions, qui va dans un premier temps mûrir sa orientation professionnelle. Qu'est-ce que je voudrais faire? Et ça, c'est un échange à faire avec l'employeur, en tenant compte quand même aussi des besoins des établissements et de l'existence des métiers dans la fonction publique. Si j'ai un agent qui veut se recycler pour ouvrir, j'aime bien cet exemple parce que je l'ai eu avant la PPR, c'était un agent qui souhaitait ouvrir un pédifiche, donc un lieu avec des poissons qui vont venir nettoyer les peaux mortes des clients de ce lieu. Donc ça, par exemple, c'est un projet qui n'est pas compatible avec la PPR, tout simplement parce que dans la fonction publique, le poste de pédifiche n'est pas nécessairement prévu, n'est pas prévu par la réglementation. Donc, mûrir son projet de réorientation professionnelle d'un point de vue pertinent par rapport au métier de la fonction publique. Et une fois que ce projet est bâti, est mûri, le bâtir. Bâtir en formalisant ce projet à travers une convention dans laquelle l'agent va s'engager et que l'agent devra respecter. Et durant cette convention, qui accompagnera l'agent tout au long de sa période de préparation au reclassement, avec de la formation, avec des mises en situation, avec des périodes j'allais dire infiltration, mais non, de stage ou des périodes dans lesquelles il va exercer son nouveau métier pour acquérir les compétences. Ce qui est donc la deuxième partie, c'est la mise en œuvre de cette période de préparation au reclassement avec une grande liberté laissée à l'employeur et à l'agent pour se former, se qualifier, ou à avoir une certification qui est nécessaire à l'exercice des nouveaux métiers, ou tout simplement observer et se mettre en situation. Donc on a deux parties, une partie accompagnement sur construction et une partie déploiement sur la mise en œuvre de ce projet avec un objectif de trouver un poste correspondant à l'acquisition de nouvelles compétences et un employeur qui doit, une fois que ce projet est défini et qu'on sait dans quelle orientation l'agent va aller, rechercher des postes correspondant au grade de l'agent, au projet de l'agent et correspondant pas au grade de l'agent, puisqu'on fera un détachement, à la fois chez lui et, comme je le disais, chez les autres employeurs publics, y compris dans un autre versant de la fonction publique. Alors, cette période de préparation au reclassement, je ne vois pas comment elle ne peut pas respecter les obligations de l'employeur public en matière de reclassement, c'est-à-dire que c'est une obligation de moyens. Le reclassement de l'agent peut s'avérer impossible, soit que il n'y ait pas de poste correspondant au grade de l'agent, soit qu'il y ait eu un échec dans le processus de reclassement, de la période de préparation au reclassement. L'agent, par exemple, n'a pas suivi les formations qui étaient prévues, ou l'agent n'a pas eu le certificat qui était qui était nécessaire à la qualification par rapport à son projet. Alors, quelles sont les conditions pour bénéficier d'une période de préparation au reclassement? Premièrement, il faut être inapte aux emplois de son grade. Donc, ce que je l'ai dit, c'est que l'agent doit avoir soit clairement un avis du médecin agréé qui nous dit que l'agent est inapte aux emplois de son grade, sachant que je peux confirmer l'inaptitude avec un avis du conseil médical réuni en formation restreinte alors que la période de préparation au reclassement a commencé. C'est-à-dire le but, c'est de ne pas perdre de temps pour lancer l'inaptitude pour lancer cette période de préparation au reclassement. Mais par contre, si il a que des restrictions qui n'empêchent pas une nouvelle affectation, et bien dans ce cas-là, il n'a pas le droit
à la période de préparation au reclassement. Donc, deux exemples sur la période de préparation de reclassement possible. J'ai un aide-soignant inapte à la manipulation de patients et à la manipulation de charges supérieures à 5 kg. L'employeur constate que l'aménagement et le changement d'affectation sont impossibles par décision motivée, il va pouvoir se poser la question de la PPR et parallèlement saisir le conseil médical de l'inaptitude de l'agent pour, entre guillemets, valider l'inaptitude de l'agent aux emplois du grade dans son établissement. Par contre, si j'ai une infirmière affectée dans un service psychiatrique, que le médecin du travail me dit inapte au contact avec les patients psy, je ne peux pas ouvrir la période de préparation au reclassement dans la mesure où j'ai une solution qui est le changement d'affectation. Alors je dis dans la mesure où j'ai une solution, oui et non, parce que je peux avoir des établissements spécialisés qui font que c'est du psy et que un infirmier sera mécaniquement, automatiquement en contact avec des patients psy. Donc dans ce cas-là, il faudra réfléchir à préparer le reclassement de l'agent en tenant compte des spécificités de l'établissement. Alors, est-ce que la période de préparation au reclassement est de droit? Oui. Oui, elle est de droit, c'est-à-dire que en théorie, je ne peux pas la refuser. Ce que je peux refuser, car impossible, c'est le reclassement. Ce n'est pas la période de préparation au reclassement. Ce qui fait que aujourd'hui, je peux me retrouver dans une situation où j'aurais un agent qui aurait eu une période de préparation au reclassement et que je n'ai pas réussi à reclasser parce que je n'ai pas de poste correspondant à l'aptitude, à la réorientation professionnelle de l'agent et à son aptitude physique, et que par ailleurs, j'ai beau avoir remué ciel et terre auprès des établissements du coin, je n'ai pas réussi à trouver un poste à l'agent de reclassement, y compris chez un autre employeur. Alors, qui demande la période de préparation au reclassement? C'est l'agent, mais sur proposition de l'employeur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'employeur a le constat d'une situation d'inaptitude aux emplois du grade, après le simple avis du médecin agréé, il peut inviter l'agent à faire une demande de préparation au reclassement, bien entendu, en lui expliquant qu'est-ce que c'est. Puisqu'on va le voir en termes de durée, certes, j'ai une durée maxi, mais c'est une durée maxi, c'est-à-dire que ça peut durer moins longtemps que la durée d'un an, éventuellement 3 mois. Alors, quand est-ce que justement on se pose la question de la période de préparation au reclassement? Soit que le fonctionnaire est inapte à l'exercice de fonction, donc imaginons j'ai un CLM, après 3 ans de CLM, j'ai mon agent, j'ai un avis du conseil médical qui me dit inapte aux emplois de son grade, inapte à infirmier, inapte à être aide-soignant, inapte à être manip radio. Donc là, j'ai un avis clair d'inaptitude, et dans ce cas-là, je vais inviter l'agent à faire une demande de préparation au reclassement. Alors, à une des questions qui a été posée et sur laquelle je reviendrai à la fin en détail, quelle est la position statutaire de l'agent entre les éventuels épuisements des droits statutaires à congé? Donc, ça ne concerne que le CMO, CLM ou CLD, puisque le CITIS, ça ne s'arrête jamais, si ce n'est la reprise ou la radiation des cadres. Donc, quelle est la position de l'agent entre l'épuisement du droit statutaire à congé maladie et le début de la période de préparation au reclassement? Là, on applique le décret du 5 octobre 2011, qui a modifié le décret 88-386, qui nous dit que pendant ce trou statutaire, on va maintenir un demi-traitement jusqu'à ce que l'employeur ait pris les décisions de gestion. Et je n'ai d'autre choix, ça c'est de la jurisprudence, que de mettre l'agent en disponibilité d'office régularisatrice, entre guillemets, puisque je n'ai pas le droit d'octroyer à un agent des droits à congé maladie supérieurs à ceux qu'ils ont statutairement parlant. Cette situation plaide en faveur du suivi des agents en congé maladie et en faveur de l'anticipation de l'inaptitude de l'agent. Vous avez vu que dans le cadre de la mise en œuvre du conseil médical, même avant, vous avez la possibilité de faire des suivis de l'agent en congé maladie ou en CITIS. Je trouve ça pertinent de poser la question de l'aptitude ou de l'inaptitude de l'agent aux emplois de son grade tout au long de sa période de congé maladie, sans avoir à attendre l'épuisement des droits statutaires à congé maladie, dans la mesure où, on y reviendra, la PPR peut commencer avant.
l'épuisement des droits statutaires à congé maladie, et de toute façon, elle commence nécessairement avant l'épuisement des droits statutaires à congé maladie dans le cadre du CITIS, puisque le CITIS, ça ne s'arrête jamais, si ce n'est la reprise ou la radiation des cadres. Et d'ailleurs, on retrouve ça dans la réglementation, avec le fait qu'on peut commencer une PPR, on peut se poser la question de la PPR et commencer la PPR, alors que l'agent n'a pas encore l'avis du conseil médical. J'ai un agent qui est en CITIS. Je saisis le médecin agréé dans le cadre du suivi du CITIS et je lui demande, entre autres choses, est-ce que l'agent est inapte aux emplois de son grade? Est-ce qu'il est inapte à être infirmier? Est-ce qu'il est inapte à être soignant? Est-ce qu'il est inapte à être manip radio? Est-ce qu'il est inapte à être en contact, à être AMA? Enfin bon. Et si le médecin agréé vous fait un retour en disant oui, inaptitude, vous pouvez directement aller saisir l'agent, enfin inviter l'agent, lui expliquer et l'inviter à faire une demande de préparation au reclassement. Et parallèlement, vous saisissez de toute façon le conseil médical en formation restreinte pour se poser, pour valider, entre guillemets, l'avis du médecin agréé sur l'inaptitude de l'agent. Donc on peut se poser la question de la PPR avant l'épuisement des droits, dès que on se commence à se poser, après avis du médecin agréé, la question de l'inaptitude de l'agent aux emplois de son grade. Alors, par conséquent, quand commence la PPR, eh bien, tout va dépendre, soit à compter de la réception de l'avis du conseil médical, soit à compter de la date à laquelle l'employeur a sollicité l'avis du conseil médical, c'est ce que je vous disais. Hein. Donc, j'ai mon agent qui est en congé, le médecin agréé a constaté une inaptitude aux emplois du grade, je saisis le conseil médical et parallèlement, je peux, avant même d'avoir l'avis du conseil médical, démarrer la période de préparation au reclassement qui, dans les faits, démarrera à une date que l'employeur va prendre par décision, où il mettra l'agent en période de préparation au reclassement. Et cette période de préparation au reclassement sera une sorte de reprise. Alors, je dis une sorte de reprise parce que il semblerait, même s'il n'y a pas encore d'arrêt de principe sur cette question-là, que la période de préparation au reclassement, c'est du service effectif, on va le revoir, c'est de l'activité, on va le revoir, mais ce n'est pas de l'activité en service effectif. J'entends par là que il n'est pas à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations. C'est un peu plus compliqué que ça, puisqu'il est adhérent, il n'est pas nécessairement au boulot. Donc, on n'est pas sur une reprise au sens reprise avec une activité professionnelle au jour le jour. Hein. J'ai un client qui m'a demandé qu'en est-il des horaires. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'horaire, sauf si mon agent est mis en stage ou en mise en situation, où là, il faut que j'organise cette mise en situation. Mais sinon, l'agent, il est chez lui, il est en formation, il se prépare, il travaille dans son coin, mais il n'est pas forcément au boulot avec les autres, puisque de toute façon, il est inapte aux emplois de son grade, et je ne vais pas faire bosser quelqu'un qui est inapte aux emplois de son grade. Donc, hors les cas où il va être mis en situation, où il va faire des périodes de service dans le service, on n'est pas sur une période de service. C'est du service effectif au sens de l'avancement, mais ce n'est pas une période de travail au sens du code du travail. En tout cas, c'est aujourd'hui l'environnement juridique, car on n'a pas encore de questions, de réponses précises du Conseil d'État, mais je ne vois pas comment on pourrait faire autrement, tout simplement parce que si on considère que c'est du service effectif comme les autres périodes de travail, on se retrouvait à un moment où mon agent, au bout d'un an de PPR, il aurait recréé un droit à congé maladie, en CLM par exemple, et donc on repartirait pour une période de CLM. Ça a assez peu de sens. Alors, en plus de ça, mon agent peut, lorsqu'il a le droit encore à des congés maladie, ou lorsqu'il est en activité, même si je trouve ça un petit peu bizarre, il peut demander un report avec l'accord de son employeur dans la limite de 2 mois pour démarrer sa PPR. Et du coup, dans cette période-là, l'agent reste en congé ou en activité, sachant que, bien entendu, il ne faut pas qu'il ait qu'il ait épuisé ses droits à congé maladie. Alors, cette période de préparation au reclassement, elle dure.
pour une durée maximum d'1 an. C'est une durée maximum d'1 an et elle se termine au reclassement de l'agent. Tout dépendra de comment j'ai articulé tout ça. Si j'ai une période de préparation au reclassement où je dis voilà, l'agent, il va avoir une période de 6 mois où il va se former, avoir des stages, des mises en situation, eh bien, au bout de 6 mois, si j'ai un poste de reclassement, on peut reclasser l'agent et la PPR s'arrêtera. Par contre, le temps que je trouve un poste, on va prolonger la PPR jusqu'à ce qu'on trouve un poste, période pendant laquelle on va retenir, il sera rémunéré et qui sera donc, comme je l'ai dit, en position d'activité dans son corps d'origine. Donc, on n'est pas encore dans le reclassement, on est dans le corps d'origine et ce sera considéré comme du service effectif. La rémunération pendant la PPR, eh bien, ce sera le traitement indiciaire, l'IR, le SFT, le complément de traitement indiciaire et les primes non liées à l'exercice des fonctions qui sont finalement assez rares dans la fonction publique, particulièrement hospitalière. Alors, qu'en est-il de l'impact d'éventuels congés sur la durée de la PPR? Jusqu'à récemment, seule la maternité venait prolonger la PPR, modification par l'ordonnance santé-famille, ou maintenant les congés pour raison de santé, le CITIS, la maternité et les congés liés à l'accueil de l'enfant de manière générale prolongent la PPR. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il faut quand même mettre les choses dans le contexte. On est face à un agent qui est inapte aux emplois de son grade, qui par définition remplit les conditions pour avoir un congé maladie, mais ce serait la situation d'un agent qui aurait d'autres pathologies qui ne sont pas à l'origine de son inaptitude et qui viendraient dégrader temporairement son état de santé. Il a une angine, donc bon, on lui donnerait un congé maladie. De même, s'il a une rechute de son CITIS ou une aggravation de son état de santé, et bien entendu, s'il accueille un enfant au foyer. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que si mon agent a déjà épuisé ses droits statutaires à congé maladie, à congé pour raison de santé, pardon, est-ce qu'il y aurait le droit? Je sais pas. Je sais pas, c'est pas clair. Je vois pas. Enfin, le CLM, ça m'étonnerait. J'ai un agent qui a 3 ans de CLM, il a une période de préparation au reclassement et il a à nouveau un CLM. Comme il n'a pas repris pendant 1 an, il n'aurait plus de droits. Maintenant, le congé maladie, on pourrait considérer que oui. Et maternité enfant, ça pose moins de questions. Alors, si je fais un petit schéma pour expliquer tout ça, j'ai un agent où je me pose la question de son inaptitude et donc je vais lui proposer la période de préparation au reclassement. À partir de là, on a 2 solutions. Soit l'agent fait une demande de préparation au reclassement et dans ce cas-là, on va démarrer à compter de la date, soit de saisine du conseil médical, soit quand on veut, alors que l'agent est en congé maladie, donc ça met fin au congé maladie. On va démarrer la première période de la période de préparation au reclassement, qui sera celle de la construction du projet professionnel de l'agent. Donc, l'établissement et l'agent vont travailler ensemble, mais c'est surtout l'agent, en théorie, je vais y revenir, qui va travailler pour définir le projet professionnel et le contenu de la période de préparation au reclassement. Il y a 2 mois pour faire ce premier travail et tout ça doit être formalisé dans le cadre d'une convention qui sera communiquée à l'agent et l'agent aura 15 jours pour se positionner favorablement face à cette convention. Et s'il accepte donc cette convention, eh bien, on va passer dans la deuxième période, qui est le déroulement des actions qui ont été prévues dans la période de préparation au reclassement, dans les conditions de la convention, qui doit indiquer que l'agence s'engage, sous peine de voir cette période de préparation au reclassement rompue, à suivre les actions de formation, les mises en situation. Il faut un suivi aussi, qui doit être prévu dans la convention, un suivi régulier de l'agent pour voir s'il se prépare comme il faut, pour voir s'il a des difficultés, pour éventuellement adapter le projet. Et aussi, ce que je conseille de faire, c'est de
commencer à accompagner l'agent dans la recherche de postes dans l'établissement et dans les établissements autour. À l'issue de cette période de reclassement, il y a deux possibilités. Soit je trouve un poste de reclassement via détachement, et donc du coup, la période de préparation reclassement prendra fin éventuellement de manière anticipée via un détachement ou une intégration dans un grade, dans un autre grade correspondant au métier pour lequel l'agent s'est formé, soit à l'issue de la période, l'agent fait une demande de reclassement. Alors, comme je vous le disais, je vous invite à discuter avec l'agent pour, de manière concomitante, construire le projet de reclassement, le projet de PPR et concomitamment à ce que l'agent signe une demande de reclassement pour éviter les éventuels changements d'idées postérieurs à la mise en œuvre de cette procédure. Alors, qu'en est-il si l'agent refuse de faire une demande de reclassement ou s'il refuse le projet? On a deux solutions. Première solution, c'est un refus explicite. Deuxième solution, c'est le silence de l'agent pendant 15 jours, qui vaut rejet. Et donc, dans ce cas-là, le texte me dit que l'agent fait une demande de reclassement. Sauf que la demande de reclassement est subordonnée à une demande de l'agent, à l'exception, on va y revenir, du pseudo-reclassement d'office, qui n'est pas vraiment un reclassement d'office, mais qui est, on va le revoir, des propositions unilatérales que l'employeur peut faire. Donc là, si l'agent refuse de faire une PPR ou refuse de faire une demande de reclassement, les solutions juridiques existantes, a priori, ce serait la radiation des cadres pour invalidité. Vous verrez dans le schéma plus tard, j'ai mis un point d'interrogation parce qu'il n'y a pas encore de jurisprudence de principe sur cette question-là et que c'est une vraie question qu'on peut se poser et qui est liée aussi à la position de l'agent durant la période de préparation au reclassement. Alors, on va essayer d'illustrer ça avec un petit exemple. Imaginons une aide-soignante qui s'est vu reconnaître l'imputabilité au service de plusieurs pathologies, relevement de TMS, l'épaule, le dos, les problématiques qui sont traditionnelles, donc qui bénéficie d'un CITIS. Et lors d'une visite de suivi organisée par l'employeur après 1 an et demi de CITIS, le médecin agréé conclut à l'inaptitude de l'agent aux emplois relevant du corps des aides-soignants et propose un reclassement. Donc, mon agent est en CITIS, j'ai donc l'avis du médecin agréé, et l'employeur, il peut proposer une PPR et l'agent peut accepter, alors qu'il est en CITIS, la PPR, et l'employeur, parallèlement, saisit le conseil médical pour confirmer l'avis du médecin agréé. Et ensuite, il s'entend avec l'agent pour déterminer une date de début de la période de préparation au reclassement. Et donc, la période de préparation au reclassement commencera par la définition du projet professionnel et rédaction de la convention de PPR dans une durée de maximum 2 mois. Je peux très bien avoir l'avis du conseil médical qui a été saisi avant, mais qui arrive alors que la PPR a débuté. Alors, que se passe-t-il si mon agent, je le dis maintenant, je le répéterai, mais il y a une question là-dessus, le conseil médical considère que l'agent, non, il n'est pas inapte aux emplois de son grade, et dans ce cas-là, on met fin à la période de préparation au reclassement et l'agent, soit est remis en congé maladie, soit s'il est apte, est remis dans un poste correspondant à son grade. C'est vrai qu'il faudra mieux essayer d'éviter ce genre de situation. C'est prévu par le texte et en effet, on pourrait tout à fait l'imaginer. Donc, pendant 2 mois, on définit avec l'agent ce projet professionnel et on rédige la convention. Et à l'issue de cette période maximum de 2 mois, on va proposer la convention à l'agent qui aura 15 jours pour l'accepter ou la refuser. Et s'il l'accepte, on pourra mettre en œuvre la période de préparation au reclassement avec les actions de formation, avec les mises en situation, avec tous les moyens que l'employeur a choisi de mettre en œuvre avec l'agent en lien avec la NFH ou tout autre interlocuteur qui pourrait être pertinent dans ce cadre-là. Alors,
Si je fais un petit zoom sur cette définition du projet professionnel, la rédaction de la convention, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est vrai que ce n'est pas forcément l'habitude qu'ont les agents, c'est que ça ne va pas tomber tout cuit dans la bouche, c'est qu'il faut une implication active de l'agent dans sa préparation. Il faut vraiment identifier et que l'agent soit moteur dans la définition de son projet et que l'employeur se positionne en accompagnant de l'agent, mais absolument pas en donneur de solutions immédiates. Bien entendu, il va s'intéresser aux aspirations de l'agent, à ce qu'il sait faire, aux aptitudes qu'il peut acquérir, aux compétences qu'il peut acquérir, et tout ça, si possible, en le mettant en perspective avec les métiers de la fonction publique, plus particulièrement de l'établissement, pour ça avoir un bon outil de GPMC, pour savoir quels sont les besoins et les postes qui vont être vacants dans les mois ou les années à venir, ça peut être pertinent. Alors, si je reste sur mon exemple de mon AS, cet AS, lors d'un entretien, elle dit voilà, je voudrais devenir AMA. C'est vrai qu'avec la catégorie B, maintenant, ça ouvre des perspectives et ça enferme. Parce que AMA, c'est quand même un emploi qui n'est pas qui nécessite une certaine technicité. Mais imaginons que j'ai un agent aide-soignant qui a déjà des appétences, voire même un diplôme ou autre, ou une expérience autre avant de devenir aide-soignant. Pourquoi pas? Donc, on va discuter avec l'agent, essayer de voir comment faire. Alors, il y a une possibilité pour confirmer, entre guillemets, le souhait de l'agent, c'est éventuellement de prévoir une période d'immersion en amont, donc pendant cette période de 2 mois, dire voilà, tu veux être AMA, mais est-ce que tu sais exactement ce que c'est que le boulot d'un AMA? Oui, je le vois tous les jours, ok, moi je te propose d'aller dans tel service, tel jour, telle heure, accompagner une AMA, un AMA, pour vérifier quelle est son activité au quotidien, qu'est-ce qu'on doit faire et quelles sont les conditions qui sont par définition très différentes de celles d'un soignant. Cet agent-là, une fois qu'il a fait son immersion, et si ça confirme son idée, eh bien, on va rédiger une convention de PPR, pour une période de 6 mois, par exemple. On a déjà l'idée de poste vacant d'AMA qui pourrait lui convenir. Et donc, dans cette formation, on va prévoir, par exemple, dans cette période, on va prévoir une formation de 112 heures et une période de mise en situation permettant à l'agent de mettre en pratique les compétences qu'il a acquises via les formations qu'il a suivies pour devenir AMA. Et donc, tout ça, il faudra le formaliser dans le cadre d'une convention. Alors, voici un exemple de convention. Oula, c'est mieux si c'est un peu plus petit. Ah, voilà. Donc, c'est interversant pour le coup. Donc, convention de PPR de monsieur, madame, donc les visas, vu le courrier en date, vu la demande en date, un petit préambule pour rappeler qu'est-ce que c'est que la PPR dans la fonction publique, un petit rappel sur l'obligation de moyens. Il ne faut pas hésiter aussi avec l'agent à dire que bon, on va faire ce qu'on peut, mais dans l'établissement, il y aura assez peu de possibilités de reclassement. Donc, cette convention entre l'employeur et l'agent, et si d'aventure il y a une administration d'accueil dans laquelle l'agent va faire des stages, l'administration d'accueil. Donc, objet de la convention, la convention bi- ou tripartite a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre et d'évaluation de la PPR de monsieur, madame, et de permettre de qualifier l'agent à l'exercice de nouveaux emplois, la durée de cette convention, les modalités de mise en œuvre, donc les formations intitulées organisme, date de formation, les éventuelles périodes d'observation, les éventuelles périodes de mise en situation professionnelle auprès d'un ou plusieurs établissements ou plusieurs employeurs publics. Donc, établissement d'accueil désigne en qualité de référent, donc il y a un référent qui va suivre l'agent pendant ces mises en situation, avec ce que le référent a à faire, ce qui veut dire que l'administration ou l'entité d'accueil doit prévoir l'accueil de l'agent, et un petit rappel sur une dose conforme aux règles d'organisation et de fonctionnement du
du service, les éventuelles autres sanctions, situation de l'agent, hein, donc il reste il est en service en activité, plein traitement, les accessoires, la prise en charge des frais de déplacement et des frais de repas, et les éventuels régimes indemnitaires en fonction de la situation. Pas de NBI. Et il est soumis aux droits et obligations des fonctionnaires, et donc notamment à la question du cumul d'activités. Il est même soumis pour les congés au transfert, hein, des certificats médicaux, et évaluation et engagement frais réciproques. Hein. La mise en œuvre de la période de préparation au reclassement fera l'objet d'une évaluation conjointement avec monsieur, madame. À l'occasion de cette évaluation, le contenu, la durée ainsi que les modalités de mise en œuvre peuvent être modifiés avec l'accord de l'intéressé. Engagement de l'agent, donc il s'engage à suivre les actions proposées. Il demeure à disposition de son employeur d'origine. Il doit s'impliquer dans là où les formations proposées, s'impliquer dans un processus pouvant aboutir à un reclassement sur un poste correspondant. Donc les engagements de l'agent et les engagements de l'employeur qui doit suivre le déroulé, assister l'agent, adapter les actions proposées, accompagner l'agent. Donc les rémunérations, le délai d'acceptation de cette convention, qui est donc de 15 jours, et le silence valant refus. Et là, ici, la question de la demande de reclassement, où l'agent devra effectuer sa demande de reclassement dans un délai, ou alors on fait la demande initiale, et ensuite le terme, donc un an max, et en cas de reclassement ou en cas de manquement caractérisé au terme de la convention. Hein, si l'agent ne respecte pas cette convention, on peut mettre fin à cette PPR de manière anticipée. Et puis après, le juge compétent pour le contrôle de la mise en œuvre de cette période de préparation au reclassement. C'est un document qu'en PDF, je vous enverrai pour vous inspirer. Hein. Ce n'est pas un document officiel, hein, c'est quelque chose qu'on a rédigé et qui peut tout à fait être adapté et complété en fonction de la situation. Donc, une fois que cette période-là est structurée, que l'agent a fait sa période de préparation au reclassement, eh bien, l'employeur va rechercher un poste de reclassement, et même hein, on invite l'agent à faire une demande, enfin l'employeur doit commencer à rechercher les postes dès le départ, hein, sans avoir à attendre l'épuisement des droits, l'épuisement de la période de préparation au reclassement. Alors, ça se termine comment? Premièrement, l'employeur fait des propositions, l'agent accepte, et donc il sera détaché détaché ou intégré directement. Très souvent, c'est le détachement qui est privilégié, ça ouvre plus de perspectives. Et l'employeur, comme je vous le disais, doit chercher des postes de reclassement chez lui, comme ailleurs, chez les autres employeurs, du cru ou pas, hein, ça c'est aussi à voir avec l'agent. Voilà, vous souhaitez être reclassé, mais où? Est-ce que vous êtes mobile? Est-ce que vous acceptez d'aller dans un autre département? Enfin bon, des questions pratiques sur les recherches que vous voulez faire, mais en tout cas, c'est des recherches obligatoires. C'est-à-dire que si vous avez un agent qui est inapte à ses fonctions uniquement, et que vous lancez la procédure de radiation des cadres pour invalidité et que cette radiation est acceptée et que vous prononcez sa radiation des cadres pour invalidité, le fait que vous n'ayez pas cherché de poste dans les trois versants est un élément qui pourra permettre l'annulation de la décision de l'employeur de radiation des cadres pour invalidité. Si d'aventure, malgré toutes les recherches, hein, vous avez sué sang et eau pour trouver une solution, eh bien, vous constatez le reclassement impossible parce que vous n'avez pas de poste, parce que personne n'a répondu à cette sollicitation, il faut que vous preniez une décision motivée, constatant le reclassement impossible de l'agent, et vous pourrez, si l'inaptitude est définitive, a priori, le radier des cadres pour invalidité en respectant, bien sûr, la procédure. Alors, le temps que l'employeur a pour rechercher un emploi de reclassement, c'est 3 mois à compter soit de la demande de reclassement de l'agent qui fait suite à la fin de la PPR, soit à l'issue de la PPR, ce qui fait que
la période de préparation au reclassement a une durée en fait maximum de 1 an et 3 mois. Les 3 mois étant le temps que l'employeur a pour trouver un emploi, une possibilité de reclassement via un détachement. Employeur qui, comme je vous l'ai dit, devrait se mettre à rechercher un poste et qui a la possibilité, et ça c'est une petite nouveauté, de mettre en place ce qu'on appelle un reclassement d'office, c'est-à-dire, après un entretien avec l'agent, sans qu'il ait fait une demande de reclassement, d'unilatéralement lui proposer des postes. Si d'aventure, bien sûr, vous en avez, mais malheureusement, généralement, c'est plutôt l'inverse qui se passe, c'est l'agent qui veut être reclassé, et vous n'avez pas de poste. Alors, si l'agent refuse de faire une demande de reclassement, tout comme si l'agent refuse les postes, je ne vois pas d'autres situations que celle de d'autres possibilités que celle de la radiation des cadres pour invalidité. En effet, qu'est-ce qu'on fait de l'agent? Eh bien, ce sera la retraite pour invalidité. Alors, sur le reclassement d'office, c'est-à-dire la proposition de poste à l'agent qui ne fait pas de demande de reclassement. Premièrement, ça ne concerne que les agents qui sont inaptes définitivement à l'exercice de leurs fonctions. Deuxièmement, il ne faut pas qu'ils soient en congé maladie ou en CITIS, et donc il ne faut pas qu'il ait fait de demande de reclassement. Et comme je vous l'ai dit, c'est un reclassement entre guillemets d'office. Il ne s'agit pas d'imposer un détachement, mais il s'agit simplement de proposer à l'agent des emplois de reclassement via le détachement, que l'agent pourra toujours refuser. Et d'ailleurs, l'agent a aussi la possibilité de contester cette période de préparation, ce reclassement entre guillemets d'office dans le cadre d'une contestation en recours administratif préalable non obligatoire devant la commission administrative paritaire. Alors après, si je trouve un poste de reclassement et que mon agent a qualifié, a acquis les compétences, eh bien, je vais pouvoir le reclasser, soit par les concours internes, soit par l'intégration, par le détachement, qui est le cas le plus fréquent. Un reclassement qui se fait dans un corps ayant une catégorie égale ou inférieure via le détachement, avec une garantie indiciaire. Donc, on va reconstituer la carrière de l'agent et ensuite, on va lui garder à titre personnel, le cas échéant, son indice si d'aventure la reconstitution de carrière amène à avoir un traitement indiciaire plus bas que celui que l'agent avait dans son corps d'origine. Et il faut bien dans la décision mettre que l'agent garde à titre personnel son indice. Ce n'est pas une indemnité différentielle, on cotise sur cet indice-là à la retraite, notamment pour que ça soit pris en compte si d'aventure mon agent arrive à la retraite avant d'avoir atteint l'indice qu'il avait, eh bien, que ça soit pris en compte dans le calcul de sa pension CNRACL de retraite. Donc, on tente de le reclasser et si je n'arrive pas, avec ou sans période de préparation au reclassement, eh bien, je vais pouvoir le radier des cadres pour inaptitude physique, pour invalidité, ou le licencier pour inaptitude physique en fonction de la période durant laquelle l'inaptitude a été contractée. Alors, j'ai eu plusieurs questions là, et je vais revenir dessus sur les positions statutaires, je vais vous le dire d'emblée, et je vais vous dire aussi mon sentiment par rapport à ce texte, qui part d'une très bonne volonté, qui est intéressant, qui pose des problèmes juridiques que j'ai évoqués, et puis qui me semble arriver un peu tard. C'est-à-dire que la question du risque d'usure professionnelle, elle est liée au risque, et il y a des métiers dont on connaît les risques d'usure professionnelle, et qui plus est, attendent les droits statutaires à congé maladie ou attendent cette PPR avant de commencer à se poser la question de la réorientation professionnelle, me semble pas toujours pertinent. Et ce qui peut être pertinent, justement, c'est d'essayer d'anticiper l'inaptitude d'un agent. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus facile de recruter, de réorienter professionnellement un agent à 40 ans qu'à 57. Et on sait qu'il y a des métiers qui sont des métiers à risque. C'est justement
ce qu'a pris en charge le décret du 22 juillet 2022 que je vais rapidement présenter. Simplement, il y a aussi quelque chose de très simple, et on en parle depuis des années avec Madame Richer, c'est celle de la possibilité de pouvoir suivre des actions de formation ou des actions de bilan de compétences durant un congé maladie. Il y a une question qui était, est-ce que mon agent peut aller en période d'immersion alors qu'il est en congé maladie? Ça a toujours été possible. Ça a toujours été possible et ça a été confirmé par la réglementation. J'ai intitulé ça « Préparer la préparation durant le congé maladie ». C'est-à-dire qu'on peut faire d'une pierre deux coups avec les avis du conseil médical et du médecin agréé. C'est-à-dire que chaque fois que je me pose une question liée au suivi de l'agent, que ce soit un médecin agréé durant les périodes à plein traitement de CLM ou de CLD, que ce soit un CITIS tout au long de la période de CITIS, je saisis le médecin agréé au moins une fois par an, c'est une obligation réglementaire maintenant, et je vais poser des questions à ce médecin agréé, et rien ne m'empêche, et d'ailleurs il pourrait même être pertinent, de se poser la question de l'inaptitude de l'agent et parallèlement de l'aptitude à occuper d'autres emplois ne correspondant pas à son grade. Et pour permettre et rallonger quelque part la PPR ou préparer la PPR, on a tout à fait la possibilité, dans le cadre du Code général de la fonction publique, qui reprend les dispositions d'exercice existantes, à la demande de l'agent, éventuellement sur invitation de l'employeur, et sous réserve d'un avis médical favorable, de faire bénéficier d'une formation, d'un billet de compétences, de pratiquer une activité durant un des congés pour raison de santé en vue de sa réadaptation et de sa reconversion professionnelle. Les dispositions existaient déjà en fait dans le décret 81-386. Elles ont été répétées avec la loi de transformation, modifiées avec l'ordonnance santé et famille, et on a supprimé la référence à un décret dans la codification du Code général de la fonction publique, sachant que un décret n'est pas toujours nécessaire, même quand on fait référence au décret, à partir du moment où le texte de loi permet de pouvoir entrer en application. Donc, un agent qui est en congé longue maladie depuis 1 an et demi, le médecin agréé ou le conseil médical lors du renouvellement nous dit que l'agent est inapte aux emplois de son grade, eh bien, rien n'empêcherait de dire à l'agent, voilà, si tu le souhaites, tu as la possibilité, avec un certificat médical de ton médecin, éventuellement un avis du médecin agréé, de pouvoir déjà venir voir les postes tels qu'ils sont dans l'établissement pour réfléchir à ta reconversion professionnelle de manière à anticiper la période de préparation au reclassement. Et deuxième outil, c'est les aménagements destinés spécifiquement aux agents de l'article L422-3 du Code général de la fonction publique, que vous connaissez d'ailleurs, je l'espère, tous par cœur, dont les modalités d'application ont été ont été mises en œuvre par le décret du 22 juillet de cet été. Ce décret de 22 juillet, il concerne les agents qui ne sont pas ceux relevant de l'article L422-3, mais pour les agents de l'article L422-3, il y a des dispositifs spécifiques tenant compte justement des spécificités. Alors, ce décret prévoit pour tous les employeurs publics l'obligation de formaliser un document qui sera communiqué pour information au CSE et dans lequel on retrouvera tous les dispositifs de formation qui existent dans le versant hospitalier de la fonction publique, un document qui sera accessible par tous les agents et plus particulièrement aux agents relevant de cet article 422-3. Alors, c'est quoi ces agents ? C'est les agents de catégorie C avec un niveau de formation inférieur au niveau 4. C'est les bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Et là, c'est très important, et c'est vraiment un vrai outil d'anticipation de l'inaptitude, les agents exposés à un risque d'usure professionnelle. Et donc, du coup, les médecins du travail, si d'aventure vous en avez un, devraient constater et identifier les agents exposés à un risque d'usure professionnelle. Et ces agents-là rentreraient dans la catégorie des agents de l'article L422-3 et vont bénéficier, vous allez voir, de dispositifs plus favorables
en matière d'anticipation du maintien dans l'emploi. Alors, bien entendu, ils vont bénéficier des différents types de suivi du projet professionnel des agents tout au long de leur carrière. Donc, entretien annuel avec le supérieur hiérarchique, bilan de compétences, bilan de professionnel, dont les dispositifs sont renforcés par le décret du 22 juillet, bilan professionnel qui peut aboutir à un plan de développement que l'agent va pouvoir confirmer avec des périodes d'immersion. Donc, entre ça, la période d'immersion, et de l'autre côté, la possibilité justement d'avoir une activité pendant un congé maladie, on répond à une des questions qui est: est-ce qu'un agent peut venir dans l'établissement pour suivre pour voir comment ça se passe dans tel ou tel service? La réponse est oui, on a les outils juridiques pour ça, ce qui permet de conforter le projet d'évolution professionnelle de mon agent, une confortation qui qui permettra de mobiliser les différents outils qui existent en matière de formation professionnelle. Donc, bien sûr, le CFP, mais la particularité, c'est que les agents qui sont exposés à un risque d'usure professionnelle notamment ont une durée du CFP supérieure, qui est de 5 au lieu de 3 ans, avec une rémunération pendant 2 ans à 100 puis à 85%. Contrairement aux autres agents qui ne relèvent pas de cet article et qui, eux, ont 3 ans de CFP toute la carrière. Ils ont aussi la possibilité d'avoir une VAE de 72 heures et un bilan de compétences de 72 heures tous les 3 ans, donc plus long et plus régulièrement. L'objectif de ces dispositifs, c'est de permettre à l'agent qui est sur un poste à risque d'usure professionnelle d'anticiper son risque d'inaptitude et de se préparer à une évolution professionnelle. Et enfin, le plus grand changement, c'est la possibilité pour ces agents-là de bénéficier du congé de transition professionnelle. C'est-à-dire que ce congé a comme objectif justement de préparer la transition professionnelle de l'agent. Et ce qui est intéressant par rapport à la PPR, c'est que cette transition professionnelle peut se faire aussi dans le privé. C'est-à-dire, autant la PPR, elle est théoriquement en pensée pour un maintien dans l'emploi dans la fonction publique, autant le congé de transition professionnelle est pensé pour une transition professionnelle, y compris vers le privé. C'est-à-dire que je pourrais très bien avoir mon congé de transition professionnelle pour la personne qui veut ouvrir son pédifiche. Et donc, si j'ai un agent qui est soignant sur un poste exposé à des risques d'usure professionnelle, il pourrait indiquer à l'employeur qu'il aurait un congé de transition qui serait ouvrir ce pédifiche. Alors, ce n'est pas de droit, il faut l'accord de l'employeur. Il a une durée entre 70 heures et 1 an. Et du coup, pendant cette période-là, mon agent a une rémunération, mais moins importante. Madame Richer. Oui, mais sur le congé de transition professionnelle, il est financé sur C'est une vraie question. le plan de formation de l'établissement. Je ne vois pas. Pour l'instant, c'est ce que je répondrai. J'en ai discuté Bah, avec ouais. vos collègues. Donc, Pédifiche, je le mettrais plutôt sur le CFP, moi. Ah bah pourquoi pas, tout à fait. Oui. Sur le CFP de 5 ans. Alors après, j'ai eu une question de 5 ans votre côté. financé 2. 5 ans financé 2, et j'ai une collègue qui m'a posé la question justement du financement de ces 2 ans. Et je me suis aperçu à ce moment-là qu'il y avait une petite incompréhension sur le CFP statutaire et le CFP financé. Que C'est ça soit historique, ça. Oui, c'est ça. C'est Mm. historique et c'est vrai qu'on fait souvent le lien entre les deux, ce que je peux comprendre. CFP, sauf. Il peut être 3 ans en CFP, mais la dernière année n'est pas financée. C'est ça. Mm. Exactement. Et donc là, Donc là, il le porte à 5 ans, mais on laisse toujours 2 années de financement. pour ces années-là, pour ces agents-là seulement. Pour ces agents-là seulement. Pour ces agents-là seulement. Merci. On a eu plein de questions et ça va me permettre de revenir sur tout ce qu'on avait. D'ores et déjà, Madame Richer,